Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va commencer l'année par un sujet épineux. On va parler d'un sujet qui a fait grand bruit dans le monde de la moto et de l'auto en cette début d'année. Je parle bien évidemment du fait que depuis le 29 décembre 2025, tout conducteur dépassant la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus s'expose désormais à un délit. Alors que vous soyez en Yamaha VMAX ou en Kawasaki H2, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux à vous et à vos proches. Bon, maintenant qu'on s'est dit les banalités d'usage, entrons directement dans le vif du sujet, à savoir cette actu hyper chaude. Parce que depuis le 29 décembre 2025, le très grand excès de vitesse, c'est-à-dire 50 km/h ou plus au-dessus de la limitation, n'est plus seulement une grosse contravention, c'est désormais un délit. Alors sur le papier, ça veut dire quoi ? Ça va jusqu'à 3 mois de prison, jusqu'à 3 750 € d'amende, 6 points en moins, une suspension du permis immédiate, une confiscation possible du véhicule et surtout une inscription au casier judiciaire. Alors dit comme ça, clairement, ça claque. C'est lourd, c'est anxiogène et c'est exactement le but. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il faut parler de la réalité. Parce qu'il y a une réalité derrière le terme « jusqu'à ». Parce que oui, on parle bien de peine allant jusqu'à. Et ça, c'est un point que beaucoup de contenus, d'articles et surtout beaucoup de vidéos sur les réseaux oublient volontairement ou pas de préciser. Dans les faits, les prisons françaises sont déjà surpeuplées, les tribunaux sont engorgés et la justice fonctionne avec une hiérarchisation des délits. Autrement dit, non, on ne va pas mettre des milliers d'automobilistes et de motards en prison pour des grands excès de vitesse. Dans l'immense majorité des cas, on sera sur des peines aménagées, des amendes, des suspensions de permis, des stages. Mais la prison ferme, ça restera exceptionnel et réservé à des cas très spécifiques de récidives lourdes, de mise en danger caractérisée ou de circonstances aggravantes. Et c'est là que personnellement, on a un vrai problème. Parce que cette mesure, à mon sens, est avant tout politique. C'est une mesure qui joue sur la peur. La peur de la prison, la peur du casier judiciaire ou même de la criminalisation. Et ça tape fort dans les mots, ça tape fort dans l'imaginaire, mais est-ce que ça va régler le problème dans le fond ? Je vous fais le pari que non, pas vraiment. Alors je vais faire un parallèle avec un sujet qui n'a rien à voir, mais qui illustre parfaitement la logique complètement absurde de la répression aveugle, le cannabis. Alors attention, on ne parle pas ici de dire si c'est bien ou mal, si on est pour ou contre, c'est pas le sujet. Le fait est simple, depuis des décennies, la France a fait le choix de la répression maximale sur le cannabis. Toujours plus de contrôle, toujours plus d'amendes, toujours plus de discours anxiogènes, et surtout toujours plus de sanctions. Et pourtant, la France est toujours le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Alors pourquoi ça différerait avec une activité que certains comparent d'eux-mêmes à une drogue ? Et on le voit depuis des années. Radars, sanctions, durcissement des peines, nouvelles infractions. Et pourtant, les études le montrent très clairement. Les rapports de l'ONISR, Observatoire national interministériel de la sécurité routière, les analyses de l'OCDE sur les sécurités routières et même plusieurs travaux en criminologie routière, notamment en Europe du Nord. Et même plus généralement, peu importe le sujet, la répression ne fonctionne pas, et encore moins si c'est la seule méthode. Elle peut avoir un effet ponctuel, elle peut faire baisser un chiffre à court terme, mais à long terme, elle ne change pas les comportements en profondeur. Et pire, certaines études montrent que la surrépression peut créer un sentiment d'injustice, encourager la défiance envers l'autorité et paradoxalement renforcer les comportements à risque, dans notre cas à nous, les délits de fuite par exemple, par peur d'aller en prison. Et surtout, pendant qu'on met toujours plus d'énergie et d'argent dans la sanction, dans la répression, on met toujours moins de moyens dans la sensibilisation. Les seules personnes qui vont être contentes de ce décret, ce sont les avocats en droit routier, qui vont être énormément mobilisés parce que là, on rentre dans le délictuel. Mais, et c'est aussi pour ça que la répression, c'est pas ouf, c'est tout simplement parce que ça va favoriser, encore et toujours, ceux qui ont les moyens de pouvoir se défendre, de prendre un avocat, et qui vont pouvoir s'en sortir, entre guillemets. Et les classes populaires, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, vont être encore plus poussés vers la criminalisation, et donc vers le délit de fuite aussi, dans notre cas précis. Et je ne vais pas pousser ici le sujet de pourquoi la répression favorise les classes dominantes, c'est évidemment pas le sujet de ce podcast, et puis ça prendrait des heures à expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que devenir avocat en droit routier, c'est un métier qui a de l'avenir. Et pourtant, faut pas non plus se voiler la face. À un moment donné, il va falloir arrêter de normaliser les vitesses complètement débiles sur route ouverte.
rouler à plus de 50, plus de 60, plus de 70 et plus, c'est pas anodin. C'est pas juste une erreur. C'est pas juste un petit écart. La vitesse reste un facteur aggravant majeur dans les accidents mortels. Et ça, c'est pas mon avis, c'est un fait. Selon la dernière édition du bilan des infractions, 63 217 excès de vitesse supérieurs ou égales à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée ont été relevés en 2024, soit une hausse de plus de 69% par rapport à 2017. Ça revient à presque 200 par jour. Et là, on parle bien d'excès de vitesse de plus de 50 km/h ou plus, et seulement de ceux qui sont constatés. Alors on n'est pas sur un épiphénomène, hein. On peut être passionné, on peut aimer la mécanique, on peut aimer envoyer quand les conditions sont réunies, à savoir sur les circuits ou dans des événements où les conditions de sécurité sont réunies. Je pense au rallye routier par exemple. Mais banaliser ces vitesses sur route ouverte, c'est dangereux. Point. Alors pourquoi je dis tout ça ? Tout simplement parce qu'il y a un truc qui m'est profondément mal à l'aise. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, je vois énormément de contenu auto et moto sur ce sujet-là. Et dans la grande majorité de ce que j'ai vu, on en rigole, on crache sur l'État, on compare avec d'autres peines pénales, on parle de fin de la passion. Alors encore une fois, rouler extrêmement vite sur route ouverte n'est pas une passion saine. Du tout. En tout cas, c'est pas ma passion. Et on n'est pas ensemble. Et ces vidéos oublient aussi de dire que c'est jusqu'à. Donc on désinforme pour faire le buzz. Et encore, ça, c'est presque secondaire. Le vrai problème pour moi, il est ailleurs. Il est dans ces contenus qui banalisent complètement ces comportements. Des vidéos qui laissent entendre que tous les motards vont finir en prison, tous les passionnés auto sont des criminels. Rouler à ces vitesses, c'est normal. Qu'ils iront en prison pour leur passion et que c'est pas ça qui va les arrêter. Et là, franchement, moi, ça me gêne. Parce qu'on parle de comportements qui blessent et qui tuent des milliers de personnes chaque année en France. Alors oui, je suis pas le redresseur de tort, évidemment. Ça m'est déjà arrivé d'être en excès de vitesse, voire en grand excès de vitesse. Mais jamais on ne me verra en faire la promotion, jamais on ne me verra banaliser ça, et surtout, jamais on ne me verra en rigoler. Putain, mais dans des réels avec des centaines de milliers de vues, je vois des dingueries. On dirait que c'est pas grave quand on sait piloter, d'être à 120 dans une zone 50. J'ai juste pas les mots tellement c'est débile comme réflexion. Avec ce genre de discours, avec ce genre de réaction, on alimente exactement le cliché qu'on déteste tous, en tout cas que je déteste, et qui pourrit la vie des motards. Celui du motard débile qui ne pense qu'à rouler vite. Et mon Dieu, avec les vidéos que j'ai vues, j'ai presque envie de donner raison à ce cliché. Alors ce sujet est hyper important. Il ne doit pas être balayé sous le tapis. Mais non, la répression débile et permanente n'est pas la solution. Ceux qui me croient pas, je laisse le temps me donner raison. Mais évidemment non, la banalisation des comportements dangereux n'en est pas une non plus. Alors ce qu'il faut, à mon sens, et c'est facile à dire, plus de sensibilisation, plus de pédagogie à l'école, notamment pour apprendre et sensibiliser dès le plus jeune âge. Quand on y pense, c'est insensé qu'il n'y ait pas une véritable éducation routière comme il y a une éducation civique. Moi, je veux plus de discours responsables des politiques et surtout moins de posture. Et alors, quand je dis de posture, c'est des deux côtés. Ça va de la répression à ceux qui banalisent la chose complètement en mode « non, mais c'est rien ». Parce que la route, c'est pas un circuit. La passion, c'est pas l'inconscience. Et puis la sécurité routière, c'est pas un gros mot, hein. Si on veut que 2026 soit une meilleure année pour la moto et pour les passions mécaniques en général, je pense que ça commence aussi par se regarder un peu dans le casque et ne pas banaliser les dangers de la route. Il y en a bien assez avec les autres, n'en rajoutons pas. Alors, en 2026, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Si vous croyez dans le cliché que l'on est une grande famille, alors comme une famille, veillons sur nos membres. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît. Et sinon, me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne route. Et surtout, veillez à vous.